Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dans lequel nous allons présenter un travail qui est en cours de réalisation, qui concerne le développement d'une librairie Maple nommée StabND et qui est dédiée à l'étude de la stabilité et de la stabilisation de certains systèmes en théorie du contrôle qu'on appelle système multidimensionnel ou système ND. Alors en fait, ce travail a été réalisé conjointement avec des collègues du laboratoire français INRIA, Guillaume Moreau, Alban Quadra et Fabrice Rouillet, ainsi qu'un collègue de l'Université de Limoges, en France également, qui est Thomas Cluzot. Alors, en fait, dans cette présentation, une première partie sera consacrée à une brève introduction du problème pratique, qui est celui de la stabilité et de la stabilisation du système MD, ainsi que à sa traduction mathématique, qui va soulever un certain nombre de questions en mathématiques qui sont difficiles à résoudre, et donc on présentera. Dans un second temps, nous allons décrire l'approche utilisée pour répondre de manière calculatoire aux questions mathématiques qui sont posées. Alors, cette approche, en fait, pourquoi c'est en lien avec Maple? Parce que cette approche va s'appuyer de manière cruciale sur l'utilisation de commandes standards fournies par Maple pour l'étude des systèmes algébriques et en particulier des zéros réels de systèmes algébriques. Alors, c'est une approche qui va donner lieu à une implémentation simple en Maple permettant de résoudre efficacement les problèmes qu'on s'est posés, à savoir la stabilité et la stabilisation des systèmes MD. Et comme nous allons le voir durant cette présentation, elle sera jalonnée par de courtes démonstrations afin d'illustrer les algorithmes que nous avons développés. Alors, commençons. Donc, un problème central en théorie du contrôle concerne la stabilité et la stabilisation des systèmes dynamiques. Alors, comment on définit un système? Donc, un système peut se voir comme sur cette figure, la figure au-dessus, peut se voir comme un bloc qui a une entrée donnée U de t, va associer une sortie Y de t, qui sont tous les deux fonctions du temps. D'accord? Et donc, dans ce cadre-là, on parle de stabilité au sens générique si, pour une entrée bornée, la sortie est également bornée. D'accord? Donc, la stabilité, c'est vraiment une propriété fondamentale qui permet au système de fonctionner correctement et d'éviter les phénomènes de divergence du signal de sortie, comme on peut le voir par exemple sur la figure suivante. Par exemple, on a une entrée qui est ici en rouge, qui est bornée, qui est même constante, et nous voyons que le signal de sortie, qui est en bleu, va osciller de manière de plus en plus forte, avec une plus forte amplitude, et puis va diverger. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un système instable, et c'est précisément ce qu'on veut éviter lorsqu'on modélise un système. Alors, évidemment, d'autre part, en présence d'un système instable, un problème important va consister à le stabiliser au moyen de ce qu'on appelle un contrôleur. Alors, pour ce faire, une méthode qui est très fréquemment utilisée en théorie du contrôle, notamment pour son efficacité, consiste en fait à utiliser la sortie du système, ici Y de t. Donc, utiliser cette sortie-là pour justement calculer un contrôleur qui soit adapté. On parle alors de stabilisation en boucle fermée. Alors, dans la suite, c'est essentiellement ces deux propriétés-là qu'on va essayer d'étudier avec comme objectif de proposer des algorithmes efficaces pour pouvoir la résoudre pour un certain type de système que nous allons voir un peu plus tard. Donc, c'est vraiment ces deux problèmes-là, à savoir la stabilité, comment vérifier qu'un système donné est stable, et puis, étant donné un système, vérifier s'il existe un contrôleur qui permet de stabiliser et calculer éventuellement explicitement ce contrôleur. Alors, dans le cas des systèmes linéaires, ce qui va nous occuper essentiellement dans cette présentation, c'est vraiment les systèmes linéaires. Donc, dans le cas des systèmes linéaires, une approche extrêmement classique pour étudier les propriétés telles que la stabilité et la stabilisation consiste en fait à considérer le système dans ce qu'on appelle le domaine fréquentiel. Plus précisément, en fait, il s'agit de partir d'une équation fonctionnelle qui modélise notre système. Ça peut être par exemple une équation différentielle ordinaire, ça peut être une équation à retard ou une équation de dérivée partielle, et d'appliquer ce qu'on appelle une transformation de Laplace ou une transformée de Laplace. Et donc, en appliquant cette transformée de Laplace, on obtient alors une relation entre la sortie du système et son entrée via une fonction que l'on appelle la fonction de transfert, que l'on voit ici en haut. Plus précisément, au moyen de cette transformation, nous retrouvons que la transformée de Laplace de la sortie va être obtenue comme le produit de la transformée de Laplace de l'entrée fois la dite fonction de transfert. Et donc, comme nous le verrons plus loin, donc quand on parle de système dans le domaine fréquentiel, on considère que ce système il est donné simplement par sa fonction de transfert sur laquelle on va pouvoir lire un certain nombre, on va pouvoir en tout cas déduire un certain nombre de propriétés du système, comme la stabilité, la stabilisation, etc. Voilà, donc comme on vient de le dire, il existe divers types de systèmes en théorie du contrôle. Certains systèmes ont été abondamment étudiés, comme par exemple les systèmes en une variable, les systèmes où la seule variable qui change, c'est le temps.
ou par exemple les systèmes à retard. Alors, dans cette présentation-là, dans ce webinaire, en fait, on va considérer ce qu'on appelle les systèmes multidimensionnels ou les systèmes ND. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'un système ND? En fait, un système ND, c'est simplement un système dynamique un système dynamique dans lequel l'information se propage dans plusieurs directions indépendantes. Usuellement, quand on parle d'un système ND, en une variable, la seule variable qui change, c'est le temps. Alors, dans le cas d'un système multidimensionnel, l'information peut être propagée dans plusieurs directions, par exemple le temps, l'espace, etc. Alors, en fait, ces systèmes apparaissent plus ou moins naturellement dans l'étude, par exemple, des équations dérivées partielles, dans l'étude des équations à retard, mais également dans des champs un peu plus pratiques, comme le traitement d'images, l'analyse des filtres numériques, etc. Alors, mathématiquement, dans le cas n-dimensionnel, où n est égal à 1, un tel système est donné en fait par une équation de récurrence de cette forme-là. D'accord? Y ici, c'est la sortie, et U, c'est l'entrée. Et donc, on a une équation de récurrence de cette forme-là. Donc, à partir de cette équation de récurrence, en appliquant ce qu'on appelle une transformée en Z, qui est en fait le pendant discret de la transformée de Laplace. La transformée de Laplace est en continu, la transformée en Z, c'est en discret. Donc, en appliquant sa transformée en Z sur cette équation de récurrence, on obtient une représentation sous forme de fonction de transfert, dans laquelle la fonction de transfert ici est simplement une fraction rationnelle de polynôme en une variable. Voilà. Alors, dans le cas où n est supérieur à 1, donc les équations de récurrence ne vont pas faire intervenir uniquement un seul indice, mais plusieurs indices. D'accord? J1, Jn. Et de la même manière, on peut appliquer également une transformée en Z, ce qui nous donne dans ce cas-là une fonction de transfert qui va consister en fait en une fraction rationnelle en plusieurs variables Z1, Zn. C'est le cas en particulier quand on considère ce qu'on appelle un système avec mono-entrée et mono-sortie, c'est-à-dire une seule entrée et une seule sortie. On va obtenir une fonction de transfert qui sera sous la forme d'une fraction rationnelle de polynôme en plusieurs variables. Évidemment, lorsque notre système possède plusieurs entrées et plusieurs sorties, ce qu'on appelle une multi-entrée et multi-sortie, la fonction de transfert va être finalement une matrice dont les entrées vont être des fractions rationnelles de polynômes en plusieurs variables. Alors, donc, un premier problème qu'on va essayer de traiter sur ces systèmes-là, c'est ce qu'on appelle le problème de stabilité. Alors, tester la stabilité de ces systèmes. Alors, en fait, dans l'approche classique en domaine fréquentiel, c'est-à-dire lorsque le système est défini par une fonction de transfert, la propriété de stabilité découle du fait que la fonction de transfert est dépourvue de pôles dans une certaine région de l'espace complexe, appelée par exemple région d'instabilité. C'est le cas, par exemple, des systèmes en une variable. Lorsqu'on prend un système en une variable, usuellement, quand on considère la stabilité, on dit que le système est stable si les pôles de la fonction de transfert sont tous à partie réelle strictement négative. C'est-à-dire que tous les pôles se trouvent du côté gauche du plan complexe, du demi-plan complexe. D'accord ? Dans le cas des systèmes n-dimensionnels, cette région d'instabilité, c'est ce qu'on appelle le polydisque unité fermée, qui est en fait rien d'autre que tous les points de Cn qui sont de modules, dont toutes les coordonnées sont de modules inférieurs ou égales à 1. Et un système multidimensionnel est dit structurellement stable, si et seulement si sa fonction de transfert est dépourvue de zéro dans ce polydisque unité, c'est-à-dire si la fraction rationnelle qui définit notre système appartient à cet ensemble-là, qu'on appelle Rz de S, c'est-à-dire toutes les fractions rationnelles sans pôle dans le polydisque unité. Et on peut démontrer, alors je ne le fais pas dans ce webinaire, mais on peut démontrer que si on prend une fraction rationnelle qui appartient à ce système-là, alors on a effectivement que pour une entrée bornée, c'est-à-dire que pour une entrée qui appartient à L infini de Zn, la sortie est également bornée, c'est-à-dire elle appartient à l'infini de Zn également. D'accord ? Et c'est une propriété qui est ultra importante. Donc ça, c'est en ce qui concerne le premier problème, qui est le problème de la stabilité. Et en fin de compte, maintenant, on va se donner un système et on va savoir quand est-ce que ce système est stable ou instable. Le deuxième problème qui va nous occuper est celui de la stabilisation. Alors maintenant, on considère un système qui est en multi-input, multi-output ou multi-entrée, multi-sortie. Alors, c'est un système qui est cette fois-ci donné par une matrice dont les entrées sont des fractions rationnelles. Alors, évidemment, on peut considérer que ce système est instable. Et qu'est-ce que ça veut dire, la stabilité? Ça veut dire calculer un contrôleur tel que le système global
c'est-à-dire le contrôleur, le système, le bouclé avec le contrôleur, est stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si on construit la matrice de transfert de ce système global, on obtient la matrice H de PC, qui va s'écrire comme ça, d'accord? En fonction des matrices de P, de notre système P et de notre contrôleur C. Et ensuite, on a cette définition qui nous dit que le système est stabilisable en interne si et seulement si il existe un contrôleur, c'est-à-dire une matrice à coefficient des fractions rationnelles, telle que la matrice obtenue H, elle est stable au sens où toutes ces entrées vont appartenir à l'ensemble que nous avons défini précédemment. À savoir, donc, toutes les entrées de cette matrice ont des pôles à l'extérieur du polydisque unité. Alors évidemment, cette définition, son inconvénient, c'est qu'elle comporte très peu de contenu calculatoire. Elle ne permet en outre ni de vérifier l'existence d'un contrôleur stabilisant, ni encore moins de pouvoir le calculer explicitement. Néanmoins, en travaillant un petit peu, on arrive à caractériser algébriquement cette propriété de stabilisation, comme on va le voir sur le slide suivant. Donc, on va commencer d'abord par introduire les notations. Donc, on considère un ensemble de polynômes, F1, Fr, donc à coefficient rationnel en les variables Z1 et Zn. Donc, on appelle l'idéal polynomial, c'est en fait l'ensemble généré par toutes les combinaisons polynomiales de ces polynômes. On appelle ça l'idéal engendré par F1, Fr. Et puis, on désigne par V de I l'ensemble des zéros communs de ces polynômes, ou de manière plus triviale, les zéros de l'idéal. On appelle aussi ensemble algébrique ou variété algébrique associée à l'idéal. Donc, une fois qu'on a défini ça, donc, pour obtenir la caractérisation algébrique, alors d'abord pour la stabilité, donc c'est assez simple. Donc, on se donne un polynôme, donc à partir d'un système, on peut calculer un polynôme f, qui est en l'occurrence juste le dénominateur de la fonction de transfert, et on dit que le système P est structurellement stable, si et seulement si tous les zéros de ce polynôme f n'appartiennent pas au polydisque unité. Ce qui veut dire que l'intersection entre la variété associée à f et le polydisque est égale à l'ensemble vide. Voilà. Ça, c'est assez trivial et ça découle directement de la définition de la stabilité. Alors, pour la stabilisation, en fait, c'est un peu plus compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement dire qu'à partir d'un système, qui est, je le rappelle, maintenant une matrice dans R de Z, on va pouvoir calculer un idéal qui est un idéal de mineur associé à une certaine matrice elle-même associée au système. Et donc, le système P est stabilisable si et seulement si on a les zéros de cet idéal n'appartiennent pas au polydisque unité. D'accord? Alors, plutôt que d'avoir un seul polynôme, là, on a un idéal. D'accord? Donc, vérifier la stabilité, ça revient à vérifier que les zéros d'un polynôme en plusieurs variables ne sont pas dans le polydisque unité. Vérifier la stabilisation, ça revient à vérifier que les zéros d'un ensemble de polynômes, les zéros communs d'un ensemble de polynômes ne sont pas dans le polydisque unité. Évidemment, ce théorème-là nous dit simplement les conditions pour lesquelles le système est stabilisable. Mais la stabilisation consiste également à calculer, si le système est stabilisable, être en mesure de calculer un contrôleur stabilisé. Et en fait, on arrive à le calculer avec ce théorème-là. Donc, on sait que si on prend un idéal qui n'a pas de zéro à l'intérieur du polydisque unité, alors un théorème célèbre en mathématiques, qu'on appelle le polydisque Munch-Thalensatz, nous dit qu'il existe un polynôme dans l'idéal qui, lui, n'a pas de zéro à l'intérieur du polydisque unité. D'accord? En fait, c'est un théorème qui est extrêmement puissant, mais c'est un théorème dont la preuve n'est pas constructive. Donc, on ne peut pas le mettre sous forme d'algorithme. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que si on arrive à calculer ce polynôme S qui est dans l'idéal et qui, lui, n'a pas de zéro à l'intérieur du polydisque unité, alors on peut calculer un contrôleur stabilisant à partir de ce polynôme S. Donc, essentiellement, pour résumer, la caractérisation algébrique de nos propriétés sont les suivantes. Pour tester la stabilité, il suffit simplement que, étant donné un polynôme en plusieurs variables, tester s'il a des zéros à l'intérieur du polydisque unité. Et pour la stabilisation, étant donné un idéal de polynôme, vérifier d'abord que cet idéal n'a pas de zéro à l'intérieur du polydisque unité. Et le cas échéant, calculer un polynôme dans l'idéal qui, lui, n'a pas de zéro à l'intérieur du polydisque unité. On voit bien que ce n'est pas tout à fait trivial, dans la mesure où
où on peut avoir un idéal dont tous les polynômes ont des zéros, mais leur zéro commun est à l'extérieur du polydisque-unité. Et donc, pour ce type d'idéal, on peut calculer un polynôme S qui vérifie cette condition. Donc, c'est essentiellement ces deux problèmes-là qu'on va essayer de résoudre de manière algorithmique et, in fine, les implémenter en Maple sous forme de routine. Alors, j'en viens donc tout de suite aux motivations de notre travail. Donc, la motivation, c'est évidemment de pouvoir mettre en œuvre ou créer une librairie ou un package Maple qui permet l'étude de la stabilité et de la stabilisation des systèmes ND. Alors, on ne veut pas n'importe quelle routine, donc on veut que notre librairie puisse tester des conditions nécessaires et suffisantes, et on veut des algorithmes certifiés. On veut également des algorithmes efficaces. Pourquoi je mets ces mots-là en rouge? D'abord parce que quand on parle de conditions nécessaires et suffisantes, on veut évidemment pouvoir dire que tester une certaine condition est nécessaire et suffisant pour pouvoir en déduire que, par exemple, notre système est stable. Ce qui est en contraste finalement avec les méthodes qui existent dans la littérature, qui souvent vérifient simplement des conditions suffisantes qui permettent de dire si le système est stable, alors la condition est vérifiée, mais si la condition n'est pas vérifiée, on ne peut pas néanmoins dire que le système est instable. Ça, on ne veut pas, on veut des conditions nécessaires et suffisantes. On veut également des algorithmes certifiés au sens où on veut que le résultat soit mathématiquement correct. Par opposition aux algorithmes numériques qui sont basés sur des approximations, ici, on veut être en mesure de dire que si notre algorithme retourne vrai pour la stabilité, ça veut mathématiquement dire que le système est stable. Ça veut dire que tous les pôles de la fonction transfert sont en dehors du polydisque unité. Et enfin, on veut évidemment des algorithmes relativement efficaces. Alors, quand on parle d'algorithmes certifiés, on parle souvent d'algorithmes symboliques. Et donc, les algorithmes symboliques sont souvent en complexité exponentielle. Donc, quand on parle d'efficacité, ici, on parle d'efficacité relative. C'est-à-dire, on veut des algorithmes qui soient efficaces, surtout pour le cas des systèmes, par exemple 2D et 3D, qui sont des systèmes qu'on rencontre assez souvent en pratique. Alors évidemment, c'est un travail qui est en cours de réalisation. Alors pour l'instant, les fonctionnalités dont dispose notre librairie, c'est en fait 3 routines essentiellement. La première, c'est une routine qui permet de tester la stabilité, étant donné un système ND qui est donné par une fraction rationnelle de polynôme. Cette routine permet de vérifier si ce système est structurellement stable. La deuxième fonctionnalité, c'est l'étude de stabilité en fonction des paramètres. Cette fois-ci, on va considérer que notre système est un système 2D, d'accord, et qui va dépendre d'un certain nombre de paramètres, on va les appeler U1, UK, et l'objectif de cette routine, c'est d'identifier les valeurs de paramètres pour lesquelles le système est structurellement stable. Et enfin, la troisième fonctionnalité qui est fournie par notre librairie, c'est la fonctionnalité de stabilisabilité et stabilisation. Là, pour le coup, on considère juste une certaine classe de système ND. Typiquement, je vais y revenir un peu plus tard, mais je pourrais le dire d'ores et déjà, c'est les systèmes pour lesquels l'idéal ici est ce qu'on appelle zéro-dimensionnel, c'est-à-dire qu'il admet juste un nombre fini de zéros complexes. Donc, pour ce type de système, nos routines permettent à la fois de vérifier si le système est stabilisable, c'est-à-dire s'il existe un contrôleur qui permet de le stabiliser, mais également, le cas échéant, de calculer explicitement ce contrôleur stabilisant. Donc, dans la suite, nous allons montrer comment, en partant des conditions algébriques, celles-là, on va pouvoir, à l'aide de quelques reformulations algébriques, pouvoir les résoudre en utilisant le langage de calcul formel Maple. Alors, essentiellement, l'idée générale de notre approche est la suivante. Donc, on a un certain nombre de problèmes, la stabilité, la stabilisabilité, la stabilité avec paramètres, la stabilisation. Ces propriétés-là sont définies par des conditions algébriques. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est effectuer quelques manipulations algébriques pour transformer ces conditions en des conditions sur la résolution de systèmes algébriques classiques. Donc, ça, par exemple, des conditions d'existence de zéro réel, d'isolation de zéro réel de systèmes algébriques, les zéros de systèmes paramétrés, le calcul numérique des zéros de polynômes avec contrainte.
D'accord? Et une fois qu'on a obtenu ces conditions-là, la prochaine étape, c'est directement d'utiliser des packages standards Maple, par exemple le célèbre package route finding et le sous-package route finding paramétrique, et ainsi que le package Grosvenor, qui, eux, vont permettre de manipuler des systèmes algébriques et notamment pouvoir calculer les zéros réels de ces systèmes algébriques, etc. Et donc, en utilisant ces packages-là Maple, on va pouvoir développer des algorithmes assez simples et en très peu de lignes de code qui vont nous permettre, par exemple, de tester la stabilité avec la routine isStable, de savoir quand est-ce qu'un système qui dépend de paramètres est stable avec la fonction whereIsStable, ou par exemple de savoir si le système est stabilisable, calculer un stabilisateur, etc. Donc voilà essentiellement notre approche, partir des conditions de départ, faire des manipulations algébriques pour obtenir des conditions plus simples d'un point de vue calculatoire, utiliser les packages standard Maple pour pouvoir les résoudre, et voilà, ce qui va nous permettre de développer les routines de notre librairie. Alors, donc avant d'aller dans le détail les manipulations algébriques qui nous permettent de passer donc, de ces conditions très peu calculatoires à ces conditions-là, on va d'abord faire un bref aperçu des packages qu'on va utiliser. Donc d'abord, les packages route finding et route finding paramétrique. Là, j'en donne la description telle qu'on peut trouver sur Maple. Alors, le package route finding, c'est un package qui propose un certain nombre de commandes qui vont permettre de calculer numériquement les racines ou les zéros de systèmes algébriques. Alors, en fait, contrairement à la fonction classique fsolve, donc les routines qui se trouvent dans ce package vont permettre de calculer toutes les racines des systèmes et vont également permettre de les calculer de manière certifiée, c'est-à-dire pouvoir faire des calculs avec, etc. Alors, en fait, on ne va pas utiliser toutes les routines de ce package. On va utiliser deux routines très importantes qui vont être cruciales dans nos algorithmes. C'est les routines hasRealRoute et puis la routine isolate. D'abord, la routine hasRealRoute, donc elle prend comme entrée un système algébrique et elle nous dit simplement si le système d'équations défini par 6 admet des zéros réels. D'accord ? Donc, il n'y a aucune condition, il n'y a aucune hypothèse sur le système. Donc, ça peut être un système 0 dim ou un système de dimension positive. Et donc, cette fonction-là va nous permettre simplement de dire si oui ou non notre système admet des racines réelles. La deuxième fonction, ou la deuxième routine qui s'appelle isolate, elle va prendre en entrée un système algébrique avec un certain nombre de paramètres et donc va isoler numériquement tous les zéros réels de notre polynôme ou de notre système de polynômes. Évidemment, ici, l'hypothèse sur le système J est qu'il admette un nombre fini de solutions. Alors, je vais peut-être, pour mieux illustrer ce package, je vais faire des rapides tests sur une feuille de calcul Maple. Alors, donc je vais d'abord commencer par charger mon package route finding, qui va donc nous fournir toutes les commandes dont on a besoin. Je définis un polynôme assez simple, x carré plus y carré plus 1, d'accord ? Et ensuite, je pose la question, est-ce que ce polynôme a des zéros réels ? Alors, comme on peut le voir, c'est assez trivial. En fait, là, on a la somme de deux choses positives est égale à -1. Donc, a priori, ce système n'a pas de racine réelle. Et donc, ce qui fait que la fonction hasRealRoute nous renvoie false. On considère maintenant un autre polynôme qui est en fait le cercle unité, x carré plus y carré moins 1. Et on repose la même question. Et là, évidemment, la fonction nous dit true parce que le polynôme admet des zéros réels, par exemple 1, 0, x est égal à 1, y est égal à 0. On est un exemple. D'accord ? On peut également construire un système algébrique, aléatoire en utilisant la fonction random. Donc là, c'est un système de deux polynômes en deux variables, x, y. Et on peut également reposer la même question. Est-ce que le système admet des zéros réels? Et là, la réponse, c'est oui. En plus, puisque ici, donc on a deux polynômes en deux variables, donc a priori, ce système génériquement admet un
un nombre fini de zéros. Donc, c'est un système zéro-dimensionnel. Donc, on peut calculer numériquement ces solutions, d'accord, en utilisant la commande, cette fois-ci isolate, en lui donnant comme entrée le système et la liste des variables, et il va nous retourner donc tous les zéros, donc les paires les paires de zéros de ce système. D'accord. Donc ça, c'est comme on peut le voir, la sortie ici, elle est donnée sous forme de flottant, avec une certaine précision. On peut également obtenir, à la place d'approximation en flottant, on peut également obtenir des intervalles qui vont isoler nos racines. À savoir, ici, par exemple, ça nous dit que donc la coordonnée en x de notre racine est comprise entre ces deux rationnels. Et pareil pour y. D'accord. On peut également, et c'est quelque chose qu'on va utiliser dans nos algorithmes, on peut ajouter à la routine isolate, on peut ajouter des contraintes. Pour dire, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas résoudre le système ici, c'est-à-dire tu vas calculer les solutions, mais en plus, tu vas me dire quelle est la valeur du polynôme Q ici sur ces solutions. Et évidemment, ici, c'est un algorithme certifié, c'est-à-dire que la valeur qui est donnée, c'est on est en mesure de savoir si c'est positif, négatif ou zéro. D'accord. Et ici, donc quand on lance isolate avec 6 et puis la contrainte, donc ce qui va nous retourner, il va retourner d'abord donc une première liste qui est donc la liste de nos racines, des zéros de notre système, et puis une deuxième liste qui va nous donner l'évaluation de notre polynôme dans la contrainte, ici Q, sur ces racines-là. D'accord. Et en particulier, puisque c'est certifié, on peut dire que ici, si c'est positif, on peut dire quand l'évaluation est strictement négative, strictement positive ou nulle. Donc voilà essentiellement le package, enfin une partie des routines du package root finding, celle en tout cas qu'on va utiliser. Donc je reviens à mes slides. Donc le deuxième package qu'on va utiliser, c'est le package root finding paramétrique, qui est ni plus ni moins qu'un sous-package du package root finding et qui, lui, en fait, va permettre d'étudier les systèmes algébriques qui vont dépendre de paramètres. Alors là aussi, donc, ce package va fournir un certain nombre de commandes. Je ne vais pas toutes les expliciter, mais en fait, c'est des commandes qui vont permettre de savoir quand est-ce qu'un système, en fonction des paramètres, va admettre des zéros ou pas, etc. Et donc, la routine ici qui va nous intéresser au premier chef, c'est la routine celle décomposition, qui va permettre, en fait, étant donné un polynôme, un système de polynômes qui dépend de paramètres, donc, alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que cette routine, en fait, elle suppose que le système qui est reçu en entrée, c'est un système qui est génériquement zéro-dimensionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour n'importe quelle évaluation des paramètres, le système F ici admet un nombre fini de solutions. Et donc, ce que va faire celle décomposition, elle va décomposer l'espace des paramètres en des cellules de dimension maximale, telles que le nombre de solutions du système F est constant sur toute la cellule. D'accord? Là encore, pour vous donner une meilleure idée de comment fonctionne cette routine, je vais donner un exemple sur Maple. Je reviens sur ma feuille Maple. Ici, donc, je charge le package root finding paramétrique. Je définis un polynôme qui est très simple, un polynôme du second degré, d'accord, unitaire, avec comme coefficient ici des paramètres. Donc, c'est x carré plus bx plus c. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer celle décomposition sur ce polynôme-là, en lui indiquant bien que ici, la variable, c'est x, et les paramètres, c'est b et c. D'accord? Et ce qu'on attend en fait à obtenir, c'est en fait une décomposition de l'espace des paramètres. Ici, c'est l'espace de b et de c en cellules, tel que dans chaque cellule, le polynôme p va admettre un nombre constant de racines. D'accord? Alors, je lance la commande celle décomposition, ça va me retourner ça. D'accord? Essentiellement, ça va me dire, voilà, ça va m'envoyer les équations, etc. Et ici,
Donc, ça va me donner ce qu'on appelle ici la discriminante variété, qui est en fait rien d'autre que le classique discriminant, d'accord, qui va nous dire essentiellement les endroits où le nombre de solutions, les endroits des paramètres, de l'espace des paramètres, où le nombre de racines de mon polynôme P peut changer. D'accord. Par exemple, je peux passer de deux racines à une racine double, à deux racines réelles, etc. Alors, je peux avoir une représentation graphique de ma décomposition en cellules en utilisant CellPlot. Et comme on le voit ici, vous voyez, donc ici, ça va décomposer, donc ça c'est l'espace de paramètres, donc sur un axe on a B et sur l'autre axe on a C. Et comme on peut le voir ici, ça décompose cet espace en plusieurs cellules, d'accord. Chaque couleur correspond à une cellule. Et donc ici, on sait que si on prend n'importe quel point d'une cellule, par exemple la cellule ici en rose, et quand on évalue, donc on prend n'importe quel point ici, on évalue ce point dans le polynôme, et ben, ce polynôme-là va avoir un nombre constant de racines sur toute la cellule. D'accord. Donc en particulier, donc si je fais appel à la commande number of solutions de ma cell décomposition, ce que ça va me dire qu'en fait, dans la première cellule, qui est ici la cellule rose, le système admet toujours deux solutions. D'accord. Dans la cellule 2 ici, qui est en jaune à gauche, il admet également deux solutions. Dans la cellule 3, il n'admet aucune solution réelle. D'accord. Et dans la cellule 4, il admet également deux solutions. D'accord. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, ces cellules-là, ils ont comme frontière exactement le discriminant B carré moins 4AC. D'accord. C'est vraiment ce discriminant qui va nous indiquer finalement les endroits où le nombre de solutions va changer. D'accord. Et donc, on peut par exemple obtenir toutes les cellules pour lesquelles le nombre de racines de mon polynôme est égal à 0. Par exemple, il nous dit ici, c'est la cellule 3. D'accord. C'est uniquement dans la cellule 3 où notre système n'a pas de zéro réel. On peut également savoir où se trouve un certain point de paramètres. Par exemple, on choisit les paramètres B est égal à 1 et C est égal à moins 1, et on lui dit dans quelle cellule se trouve cette valeur de paramètre. Il nous dit que c'est dans la première cellule. Ça, c'est une première fonctionnalité de la routine cell décomposition. Une autre fonctionnalité, c'est qu'on peut, en plus de notre équation P est égal à 0, on peut également rajouter un certain nombre de contraintes qui dépendent des paramètres. Par exemple, ici, je dis qu'en plus du fait que le nombre de racines de P doit être constant sur les cellules, je veux également que le polynôme B-C ne s'annule pas sur ces cellules-là. D'accord. Donc, je calcule, et si je redessine ma décomposition cylindrique, mon CellPlot, en fait, ça va rajouter, en plus du graphique d'avant, ça va rajouter une droite, et donc autant de cellules, par exemple, qui va nous dire que voilà, donc on a cette cellule-là, donc on a plein de cellules, et dans chaque cellule, on a d'une part que le nombre de racines de P, le nombre de racines réelles ne change pas, il est constant, et d'autre part, que le polynôme B-C ne s'annule pas. D'accord. Et donc voilà. Donc ça, c'est les deux packages qu'on va utiliser dans nos algorithmes. Et je vais expliquer comment on va les utiliser un peu plus tard. Alors, revenons donc à notre problème de départ, qui est le premier problème, qui est celui de tester la stabilité. J'avais dit qu'on se donnait donc un polynôme qui dont les coefficients sont des rationnels et qui dépend des variables Z1, Zn. Et on souhaite tester si ce f a des zéros réels, a des zéros complexes à l'intérieur du polydisque unité. Alors, une première approche qui paraît assez naturelle, c'est finalement de se dire, je vais passer en partie réelle, partie imaginaire. Donc, chaque zk, je vais l'écrire comme ak plus ibk. Et dans ce cas-là, en faisant ainsi, en fait, cette équation-là, en fait, ou cette condition-là, elle va se réécrire comme une autre condition qui lui est équivalente, qui consiste en fait à tester le vide de ce semi-algébrique. Alors, ce semi-algébrique, c'est quoi? Donc, si je remplace dans F chaque zk par ak plus ibk, donc ça va me donner essentiellement
deux polynômes, donc la partie réelle de f après évaluation et après substitution et la partie imaginaire de f après substitution. Ici, évidemment, les variables AI et BI sont réelles. Et en plus, donc, comment modéliser le polydisque unité? Donc, pour chaque coordonnée, on va rajouter l'inégalité qui définit en fait le disque unité en une variable qui est AK au carré plus BK au carré moins 1 et inférieur ou égal à 0. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un ensemble semi-algébrique, c'est-à-dire c'est un ensemble à la fois d'équations et d'inégalités. Et en fait, vérifier cette condition, ça revient simplement à dire est-ce que cet ensemble semi-algébrique est vide ou pas? C'est-à-dire est-ce qu'il existe un point dans R de n, c'est-à-dire une valeur pour A1, B1, A2, B2, etc., pour lesquelles ce système admet une solution. Ça, c'est une première approche. Et ensuite, évidemment, il s'agit de vérifier si ce semi-algébrique est vide ou pas. Donc, une approche enfin, une routine qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la décomposition cylindrique algébrique. Alors, sans trop rentrer dans les détails, alors un tel outil, en fait, va nous permettre de calculer une partition de l'espace R de n en cellules qu'on appelle S invariantes. Ça veut dire quoi, S invariante? Ça veut dire que c'est des cellules dans lesquelles le signe de partie réelle de f, partie imaginaire de f et de tous ces polynômes est constant. Et en particulier, en fait, ça va nous retrouver toutes les cellules qui vérifient cette séquence de signes. C'est-à-dire, ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 0, et puis ça c'est inférieur ou égal à 0. Alors évidemment, comme on peut l'imaginer, donc une telle décomposition va nous fournir un nombre doublement exponentiel de cellules. Alors d'abord, donc une telle routine peut se trouver dans Maple, dans le package Regular Chain, donc qui prend en entrée directement un système semi-algébrique comme ça et nous dit si ce semi-algébrique est vide ou pas. Le problème de cette approche, le gros inconvénient, c'est qu'en fait, en faisant ça, on va automatiquement doubler le nombre de variables. Parce qu'ici, on part de n variables, z1, zn, et pour chaque variable, on va lui associer deux variables, ak, bk, qui sont des variables réelles, et qui correspondent donc à deux variables algébriques. Et en fait, le fait de doubler le nombre de variables, ça va considérablement ralentir en pratique l'utilisation de cette routine décomposition cylindrique algébrique. Et on a pu observer en pratique que cette méthode-là, en fait, elle est inefficace dès que n est supérieur ou égal à 2. D'accord? Pour n est égal à 1, ça marche plus ou moins, mais dès que n est supérieur ou égal à 2, là, ça prend un temps considérable. Et donc, on a décidé assez rapidement d'abandonner une telle approche. Alors, plutôt donc que de faire comme ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un théorème qui est dû à De Carlo et ses collaborateurs, qui date fin des années 70, et qui nous dit en fait, qui donne une équivalence entre le fait qu'un polynôme n'a pas de zéro à l'intérieur du polydisque unité avec cet ensemble de conditions. Alors, c'est quoi cet ensemble de conditions? En fait, vérifier que f n'a pas de zéro à l'intérieur du polydisque unité, en fait, ça revient à vérifier que ce f de z1, toutes les autres variables sont évaluées à 1, n'a pas de racine à l'intérieur du disque unité module de z1 inférieur ou égal à 1. On fait pareil donc pour toutes les variables. Et puis, on a une dernière variable une dernière condition qui consiste à vérifier que le polynôme f de z1, zn n'a pas de zéro. Pour le coup, là, c'est sur le cercle unité, c'est-à-dire l'endroit où tous les modules des coordonnées sont égaux à 1. Alors, ce que je viens de dire, c'est que ce qu'on peut observer donc de cet ensemble de conditions, c'est que toutes les conditions, excepté la dernière, sont des conditions univariées. Et donc, sont en théorie plus simples à vérifier. Nous verrons plus tard qu'on peut utiliser directement des tests qui existent dans la littérature pour pouvoir le faire. En revanche, il nous reste la dernière condition, qui est celle de vérifier maintenant si un polynôme a des zéros sur le cercle unité, sur le polycercle unité, c'est-à-dire que c'est l'ensemble qui est défini comme le produit des cercles unités. Alors, donc, on va pour l'instant se concentrer sur cette dernière condition et on va revenir sur les premières conditions plus tard. Donc, sur cette dernière condition,
Donc, le but, c'est de vérifier la non-existence de zéro sur le polycercle unité. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser une transformée qui est extrêmement classique, ce qu'on appelle la transformée de Mobius, qui est en fait une fonction rationnelle, qui a un z associe une fraction de la forme az plus b sur cz plus d, et qui a le bon goût, en fait, d'envoyer tous les cercles ou droites en complexe à des cercles en droite sur le même plan complexe. Et en particulier, on peut observer que la transformation qui correspond à phi de z donne z moins i sur z plus i, ici c'est l'imaginaire, va nous envoyer la droite réelle augmentée de l'infini au cercle d'unité complexe. Et pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en fait, ça va nous permettre, plutôt que de vérifier l'existence de racines sur le cercle d'unité complexe, on va simplement vérifier l'existence de racines sur la droite réelle. Maintenant, si on le fait pour chaque coordonnée, on prend chaque coordonnée et on la remplace zk et on la remplace par xk moins i sur xa plus i, ce qui va se passer, c'est que tous les zéros avec des coordonnées sur les cercles unités vont être envoyés sur des zéros avec des coordonnées sur la droite réelle. Et donc, en particulier, si on remplace chaque zk ici dans le polynôme f de z1, zn, on va obtenir une fraction rationnelle dont on prend les dénominateurs, qui va s'écrire comme r de x1, xn plus i de c de x1, xn. D'accord? Et ici, x1, xn vivent non pas sur le cercle unité, mais sur Rn. D'accord? Non pas sur le polycercle unité, mais sur Rn. Et donc, on a un théorème qui découle de ça, qui nous dit essentiellement que, à peu de choses près, notre polynôme n'a pas de zéro sur le cercle unité, privé d'un point, si et seulement si le système algébrique défini par R et C n'a pas de zéro réel. Et donc, le problème qui, au départ, consistait à vérifier si un polynôme n'a pas de zéro sur le polycercle unité se ramène à vérifier si un système algébrique a des zéros réels. Et pour ça, évidemment, on peut utiliser la commande qu'on a vue tout à l'heure, qui est la commande m'appelle hasRealRoot, en lui donnant le système R et C, et la commande va nous dire si le système admet ou pas des zéros réels. Alors, juste avant, je suis passé rapidement tout à l'heure sur les conditions univariées ici. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il existe dans la littérature des tests, en particulier un test assez connu qui s'appelle le test de Bistris, qui est en fait l'analogue du célèbre test de Routurwitz et qui est basé sur la constance de signe d'une certaine séquence de reste. Donc, on va prendre notre polynôme, ici f, qui est un polynôme en une variable en Z1. On va calculer une suite de restes de lui et de sa dérivée, et ensuite, à partir de l'évaluation de cette suite de restes, on va pouvoir dire si ce polynôme admet ou pas des racines à l'intérieur du cercle unité. Alors, ce test, on l'a implanté sur Maple. Donc, le nom de la routine, c'est Bistris test. Donc, ça permet de résoudre toutes les conditions ici. Ça permet de vérifier toutes les conditions univariées. Ensuite, donc, on a implémenté la transformation de Mobius, exactement comme on vient de la décrire ici, c'est-à-dire en remplaçant chaque zk par xk moins i sur xa plus i. Et donc la routine correspondante sur Maple s'appelle transformation Mobius. Et enfin, pour tester la dernière condition, il suffit simplement d'utiliser la fonction hasRealRoot, qui va nous permettre de savoir si le système qu'on a construit a ou pas des racines réelles, et donc si le polynôme a ou pas des zéros complexes sur le cercle unité. Donc tout ça mis bout à bout va nous permettre de mettre en place une routine qui s'appelle isTable, qui prend donc un polynôme en plusieurs variables et qui retourne vrai si et seulement si le polynôme n'a pas de zéro dans le polydisque unité. C'est-à-dire, en fait, si le système correspondant est stable. Alors, on va faire un petit test. D'abord, donc, on va charger notre bibliothèque isTable. Comme on peut le voir, donc, elle fournit un certain nombre de routines, parmi lesquelles on doit certainement pouvoir voir isTable ici. D'accord? Et donc, commençons. Donc, on définit un polynôme simplement, z1 carré plus z2 carré moins 4, et on vérifie si ce polynôme est stable. La réponse est vraie, c'est-à-dire que, évidemment, ce polynôme n'a pas de zéro complexe à l'intérieur du bidisque unité. Là, on est en deux variables. On peut construire
un polynôme un peu plus grand, cette fois-ci en 3 variables. Et on peut également faire un test. Là, ça va nous donner false, parce que le polynôme a certainement des racines à l'intérieur du polydisque unité. On peut aussi s'amuser en fait à construire des polynômes random qui ont de fortes chances de ne pas avoir de zéro à l'intérieur du polydisque unité. Par exemple, ici, d'abord on fait un random pour construire un polynôme en 2 variables aléatoire, et ensuite on fait simplement une translation de sorte à faire sortir un peu, essayer de faire sortir un peu les solutions, et avec un peu de chance du polydisque, et avec un peu de chance ne pas en faire entrer d'autres. Et si on exécute isTable, ici, ça va nous donner true. D'accord. Ici, j'ai choisi des polynômes degré 5. Je peux monter en degré. Je peux, par exemple, choisir des polynômes de degré un peu plus grand. D'accord. Et là, ça va nous prendre un peu plus de temps. Mais de manière générale, en 2 variables, on est de l'ordre de 10 secondes pour tester des polynômes jusqu'à, par exemple, jusqu'à des polynômes de degré 15. Alors, comme on peut le voir, c'est assez grand. Alors, je vais le lancer, ne sachant pas si ça va se terminer en un temps raisonnable. Mais toujours est-il qu'en bivarié, on peut aller raisonnablement jusqu'au degré 20 pour espérer avoir une réponse de l'ordre de la minute. Voilà. Ce qui n'est pas embêtant parce qu'en fait, c'est souvent des calculs qu'on fait a priori, on ne fait pas en temps réel. On peut également faire la même chose pour des polynômes, par exemple, en 3 variables. Ici, par exemple, c'est des polynômes de degré 3. Et on peut également vérifier si le polynôme est stable ou instable. Et pareil, en degré 3, évidemment, on est assez restreint par le degré. On peut aller jusqu'au degré 10 ans, pour avoir une réponse en un temps qui avoisine les 1 ou 2 minutes. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est du premier problème, à savoir tester, étant donné un système, comment tester sa stabilité. Donc, on va passer au second problème. Donc, la seconde fonctionnalité qui est proposée par notre librairie Maple est en fait l'analyse de stabilité des systèmes 2D en fonction de paramètres. Donc, ici, on se restreint au 2D pour une raison particulière que je vais expliquer un peu plus loin. Donc, concrètement, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par analyser la stabilité en fonction des paramètres? Donc, ici, si on se donne un polynôme f qui dépend de 2 variables z1 et z2 et d'un ensemble de paramètres qu'on appelle ici u1 et uk. Donc, analyser la stabilité en fonction de paramètres, c'est essentiellement calculer des régions dans l'espace de paramètres pour lequel le système associé à f est stable. On voudrait, par exemple, connaître toutes les valeurs de paramètres U1 et UK qui font qu'après évaluation, notre système soit stable. Alors, c'est une fonctionnalité qui est très importante parce que ça permet, a priori, par exemple, en modélisant notre système, de savoir si ce système, pour quelle valeur, par exemple, de design, ce système va être stable. Alors, en fait, en d'autres termes, ce qu'on va chercher, c'est des régions de l'espace de l'espace de paramètres RK dans lesquelles le système, après substitution des paramètres, est stable. Je vais le dire encore en d'autres termes, on va chercher donc l'union de cellules, que j'appelle ici CI, qui sont des cellules dans RK, l'espace de paramètres, et telles que, quelle que soit la valeur de paramètres dans une cellule CI, on a la condition de stabilité est vérifiée. D'accord. Rappelez-vous, la condition de stabilité, c'est dire simplement que le polynôme, après évaluation, n'a pas de zéro lorsque Z1 et Z2 sont de modules inférieurs ou égal à 1. Voilà. Et donc, à partir de cette condition, on peut dire qu'en fait, cette condition-là, elle est équivalente à cet ensemble de conditions qu'on a vu juste avant, qui est simplement la spécialisation dans le cas 2D des conditions qu'on a obtenues pour la stabilité dans le cas ND. Essentiellement, on cherche des cellules dans lesquelles n'importe quelle valeur de paramètre qui vit dans une cellule doit vérifier cet ensemble de conditions, à savoir, ce polynôme univarié n'a pas de zéro à l'intérieur du disque unité, ce polynôme univarié n'a pas de zéro à l'intérieur du disque unité, et puis ce système n'a pas de zéro réel à l'intérieur voilà, n'a simplement pas de zéro réel.
Alors, donc, comment on va. Donc, pour les conditions univariées, ce que j'ai dit assez brièvement tout à l'heure, on sait que la condition de stabilité est en fait équivalente au fait qu'une certaine séquence de polynômes, les paramètres, n'admet pas de variation de signe. D'accord? C'est-à-dire, essentiellement, si on se donne un polynôme f qui dépend d'un paramètre, on dit que pour une valeur de paramètre, f de z n'a pas de 0 lorsque z est à l'intérieur du disque unité si un certain nombre de polynômes, une séquence de polynômes, n'admet pas de variation de signe. D'accord? Ou à une variation de signe qui est égale à 0. C'est-à-dire que tous ces polynômes-là ont un même signe. Et cette séquence de polynômes, comme je l'ai dit avant, on peut la calculer facilement à partir du polynôme f. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on définit un ensemble d'équations qui est en fait le système R et C, qu'on peut voir ici. D'accord? Et on définit également un ensemble d'inéquations qui sont les suivantes, R1 et Rm, tous sont différents de 0. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait appel simplement à la routine, celle des compositions, en lui donnant comme système EQS et comme inéqualité, comme inéquation, ces polynômes-là, en R1. Et comme variable x1, x2, et comme paramètre U. D'accord? Donc, cette routine-là, elle va nous envoyer un ensemble de cellules, CI dans RK, tel que, en fait, quel que soit le paramètre dans une cellule CI, on a d'une part que ce système-là, R et C, admet, rappelez-vous, un nombre constant de zéros réels, et d'autre part, donc quel que soit K, on a que le polynôme RK de U possède un signe constant. D'accord? Et donc, la conjonction de ces deux choses-là vont faire que dans chaque cellule, le système est soit stable, soit instable. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans chaque cellule, supposons que ce système-là, dans une cellule, ne possède pas de racine réelle, alors il ne va pas en posséder sur toutes les valeurs de la cellule. Et pareil, donc si chaque RK possède un signe constant, alors la séquence des R1, Rm, elle, ne va pas changer de signe à l'intérieur d'une cellule. Ce qui fait que le système est donc soit stable, soit instable. Cela va dépendre essentiellement du fait si le système R et C admet ou pas des racines réelles. D'accord? Et donc, en utilisant cette routine cell décomposition, on peut donc implémenter une routine qui s'appelle Where is stable, qui va en fait nous retourner une liste de semi-algébriques pour lesquels, donc semi-algébriques dans l'espace de paramètres, pour lesquels le système est soit stable, soit instable. Je vais essayer d'illustrer sur un exemple simple. Donc, on prend un polynôme ici. Cette fois-ci, c'est un polynôme qui dépend de deux variables Z1 et Z2 et de deux paramètres, U1 et U2. Et on va exécuter la routine where is stable. D'accord? Donc, tout comme celle des compositions, ça va nous donner un ensemble de cellules dans l'espace de paramètres U1 et U2. On peut compter le nombre de cellules qui est envoyé par where is stable. Ici, ça nous dit qu'on a 84 cellules. Alors évidemment, ça ne va pas dire que... alors évidemment, la seule garantie que nous avons sur ces cellules-là, c'est que le système, au-dessus de chaque cellule, le système est soit stable, soit instable. D'accord? On peut essayer de voir graphiquement à quoi cela ressemble. Donc ça va nous donner quelque chose de cette forme-là. On est bien sur l'espace de paramètres ici. Avec un code couleur pour les différentes cellules. Et donc, on peut par exemple s'amuser à calculer quel est le nombre de solutions de notre système, rappelez-vous R et C, à l'intérieur de chaque cellule. D'accord? Et là, ça va calculer donc le nombre de solutions dans chaque cellule, et ça va nous renvoyer donc, le résultat suivant. Alors, voilà. Donc, ça nous dit essentiellement que, voilà, dans la cellule 1, par exemple, ton système n'a pas de zéro réel. D'accord? D'ailleurs, on peut voir que dans la plupart des cellules, le système n'admet pas de zéro réel. Par exemple, dans la cellule 62, il admet deux racines réelles. D'accord?
Et donc, évidemment, il s'agit maintenant d'aller chercher les cellules qui correspondent à un système stable. Donc, pour ce faire, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement choisir des points échantillons dans chaque cellule, les remplacer dans le système de départ et ensuite vérifier la stabilité à l'aide de notre routine eStable qu'on a définie tout à l'heure. D'accord? Et donc ça va ça va nous renvoyer en fait les indices de cellules pour lesquels le système est stable. Essentiellement, ça nous dit qu'en fait, parmi toutes ces cellules, parmi les 84, les seules cellules dans lesquelles le système est stable, c'est la 17, la 24, la 31 et la 38. D'accord? On peut également afficher la description de ces cellules sous forme de semi-algébrique. D'accord? Donc, essentiellement, ici, sans trop rentrer dans les détails, ça nous dit simplement que ta cellule, la première cellule, par exemple, c'est celle-ci, elle est décrite cylindriquement comme ça, c'est-à-dire que U1 doit être compris entre deux valeurs, U2 doit être compris entre deux valeurs, U1 doit être compris entre deux valeurs, etc. etc. D'accord? C'est-à-dire, on voit ici comment, à partir d'un polynôme ou d'un système qui dépend de paramètres, comment finalement on arrive à calculer toutes les régions pour lesquelles le système est stable. Et ça, c'est très important, surtout pour l'ingénieur, parce que ça lui donne une information. Donc, ça lui dit, par exemple, qu'à l'intérieur de cette cellule, il peut sélectionner n'importe quelle valeur de paramètre, et pour cette valeur de paramètre, il est certain que le système est stable. Ce qui va lui permettre, finalement, par exemple, d'adapter certains paramètres physiques pour amener son système à un système stable. D'accord ? Donc voilà essentiellement pour la stabilité en fonction des paramètres. On va terminer par donc le dernier problème qui est le problème de la stabilisabilité et la stabilisation. Donc je rappelle rapidement le problème. On a dit que le système, on lui associe un idéal. En fait, c'est un idéal de mineur d'une certaine matrice qu'on appelle ici I. Et tester la stabilisabilité, c'est-à-dire l'existence d'un contrôleur, ça revient à tester si l'idéal n'a pas de zéro à l'intérieur du polydisque unité. Et ensuite, si cette condition est vraie, calculer un contrôleur stabilisant, c'est équivalent à trouver un polynôme dans l'idéal qui, lui, n'a pas de zéro dans le polydisque unité. Alors évidemment, ce problème, on ne l'a pas encore résolu complètement. On l'a résolu pour un type particulier de système. C'est pour les systèmes pour lesquels l'idéal I est zéro-dimensionnel, c'est-à-dire que le nombre de zéros commun de F1, Fr est fini. Alors très rapidement, donc, un objet central qu'on va utiliser pour résoudre ces deux problèmes, c'est ce qu'on appelle la représentation univariée de zéro d'un idéal zéro-dimensionnel. Alors mathématiquement, elle est définie comment? C'est simplement une bijection entre les zéros de notre système ou de notre idéal et les racines d'un polynôme univarié. D'accord? Donc ici, chaque zéro du système est envoyé à une racine du polynôme, ici le polynôme x de t. D'accord? Et chaque racine du polynôme xt, à partir de chaque racine du polynôme xt, on peut calculer le zéro du système correspondant en évaluant simplement la racine t dans un certain nombre, dans une séquence de polynômes gz1, gzn. Et donc, cette routine, elle existe sur Maple. On peut directement utiliser la commande Rational Univariate Representation du package Grobner qui permet de calculer un tel objet. Et pourquoi un tel objet est important? Parce qu'en fait, ça nous permet de ramener tous les calculs en plusieurs variables à des calculs en une variable. Et alors, comment on fait donc pour tester la stabilisation? Donc, on part d'abord, on calcule une représentation univariée des zéros de notre idéal. Donc, c'est un système qui est donné comme ça. D'accord? Xt égale à 0 et ensuite, toutes les coordonnées vont s'écrire comme des polynômes en t. Ensuite, on va remplacer t par x1 plus ix2, partie réelle, partie imaginaire, dans chacun de ces polynômes-là. Donc, ça va nous donner un système, Rx, partie réelle de x, ix, partie imaginaire de x est égal à 0. Ça, c'est les zéros de mon système, donc leur partie réelle, leur partie imaginaire, et ensuite, auquel il faut également ajouter un certain nombre de contraintes qui sont essentiellement les équations du cercle d'unité dans chaque variable. Ici, ça correspond finalement à la partie réelle de gzk au carré plus la partie imaginaire de gzk au carré moins 1. Et ensuite, il suffit simplement de faire un isolate du système
Donc, ça consiste à calculer numériquement les racines de ce système avec comme paramètre les contraintes qui sont ces polynômes-là. Et ça nous dit quoi? Ça va calculer les valeurs, les approximations numériques du système en nous disant si ces zéros sont à l'extérieur, à l'intérieur ou sur le cercle unité. Et ça va le faire évidemment de manière certifiée. Et donc, on dira que le système est stabilisable si, en fait, pour chaque zéro du système, on a au moins une contrainte, c'est-à-dire sur au moins une coordonnée, la contrainte n'est pas nulle. D'accord? C'est soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. D'accord? Ce qui nous permet de conclure s'il y a des racines ou pas à l'intérieur ou à l'extérieur du disque unité. Donc ça permet, étant donné un système qui a un nombre fini de solutions, vérifier si toutes les solutions sont à l'extérieur du polydisque unité. Et enfin, donc pour la stabilisation, je vais passer très rapidement sur ça. Donc la question maintenant, on va supposer que l'on a un idéal et on a vérifié préalablement par les méthodes d'avant qu'il n'a pas de zéro à l'intérieur du disque unité. Je rappelle, c'est un polynôme, c'est un idéal zéro-dimensionnel. Maintenant, on veut calculer un polynôme S qui, lui, est dans l'idéal et qui n'a pas de zéro à l'intérieur du disque unité. Alors, l'approche avec les mains, elle est assez simple. Donc, d'abord, on va considérer pour chaque variable ZI, on va calculer ce qu'on appelle le polynôme d'élimination, c'est-à-dire le polynôme qui va dépendre d'une seule variable, ZI. D'accord? C'est essentiellement en fait, la projection de nos racines sur le plan ZI. D'accord? Une fois qu'on a obtenu ce polynôme, on va le factoriser en deux parties. La partie stable, c'est-à-dire les racines qui sont à l'extérieur du disque unité, et puis la partie instable, qui sont les racines qui sont à l'intérieur du disque unité. Et notre polynôme S, on le construit comme le produit de tous les facteurs stables dans chaque direction. On peut démontrer aisément que ce polynôme-là va appartenir à l'idéal. Pourquoi? Parce que chaque point qui annule chaque zéro de l'idéal va forcément avoir une coordonnée qui va se retrouver dans un des RSZI et donc va forcément annuler S. Et donc, une fois qu'on sait que S est dans l'idéal, on peut, par un calcul de forme normale en utilisant des bases de Gromner, par exemple, calculer tous les cofacteurs U1 et UM tels que S va s'écrire comme combinaison polynomiale des UI et des FI. Alors, le seul problème de cette méthode-là, c'est qu'elle n'est pas effective. Pourquoi elle n'est pas effective? Parce qu'en fait, cette factorisation-là, rien ne nous dit qu'on va pouvoir l'effectuer en gardant les coefficients rationnels. Un simple exemple, c'est lorsque R de ZI, par exemple, le polynôme éliminant, est irréductible. Dans ce cas-là, la factorisation va s'effectuer dans C2ZI. Alors, notre méthode pour contourner ça, alors, c'est essentiellement, je vais passer sur les deux prochains slides, mais c'est essentiellement d'approximer, d'abord calculer les approximations numériques de nos zéros, donc calculer des approximations rationnelles, de calculer tous ces polynômes-là en rationnel, et ensuite de transposer ces trucs-là avec le système de départ pour obtenir les polynômes sans approximation. Essentiellement, je le redis. Donc, il s'agit d'abord de calculer des approximations rationnelles de zéro. Ensuite, on va calculer tous les facteurs approximés qui correspondent aux facteurs stables de chaque polynôme éliminant. On va calculer S tilde, qui est juste l'approximation du polynôme qu'on recherche. On va calculer les cofacteurs associés à ce S tilde, et ensuite on va utiliser les cofacteurs pour calculer le vrai polynôme S que l'on recherche. Et ça marche assez bien. Et pour preuve, j'en donne l'exemple suivant. On se prend un polynôme ici, un système de polynômes F1, F2, des polynômes très simples. Donc on peut remarquer que F1 et F2 n'ont pas de zéro à l'intérieur du disque unité. Par contre, les zéros communs, qui consistent en ces deux points, eux, sont à l'extérieur du disque unité. Donc on est précisément dans le cas qui nous intéresse. D'accord? Donc l'idéal n'a pas de zéro à l'intérieur du disque unité. Ici, on calcule les polynômes éliminants, on voit bien qu'ils sont irréductibles, donc on ne peut pas factoriser. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule une représentation univariée rationnelle, on va calculer des approximations de nos racines à 1,5, à une approximation à epsilon près, ici epsilon c'est 1,5. On va calculer tous les polynômes approximés, ici en l'occurrence S tilde, et les cofacteurs correspondants. Et ensuite, à partir de ces cofacteurs, on va calculer notre polynôme S,
qui, lui, est donné par ce polynôme-là. Et on peut vérifier que ce polynôme-là, à la fois, il appartient à l'idéal, mais en plus, il est stable. D'accord ? Donc, je vais faire une dernière démonstration. Donc, je pars ici d'un système, d'accord, qui est un système en trois variables, trois polynômes en trois variables. Je vérifie d'abord s'il y a des polynômes à l'intérieur qui sont déjà stables. Ça me dit qu'en fait, que tous les polynômes à l'intérieur sont instables. D'accord. Ensuite, je vérifie si la variété associée n'a pas de zéro à l'intérieur du polydisque unité avec la fonction stabilisable. Là, ça me dit oui, tous les zéros sont à l'extérieur, donc je peux en conséquence calculer un polynôme stabilisant, voilà, qui est celui-ci, et je peux enfin vérifier que ce polynôme est stable. D'accord ? Donc, je pars d'un système dans lequel aucun polynôme n'est stable. Je sais que les zéros communs sont à l'extérieur du polydisque et j'arrive à calculer un polynôme qui est dans l'idéal et qui, lui, est stable. Voilà, donc pour conclure, donc on vient de présenter un travail en cours qui concerne le développement d'une librairie Maple pour l'étude de stabilité et de stabilisation des systèmes MD. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est un test de stabilité de système MD qui fonctionne relativement bien, qui est certifié efficace et qui fonctionne particulièrement bien pour le cas 2D et le cas 3D, qui sont les cas les plus intéressants en pratique. On peut également, grâce à notre librairie, vérifier la stabilisation et calculer des contrôleurs stabilisants pour un certain type de système MD, en l'occurrence les systèmes zéro-dimensionnels, enfin les systèmes qui correspondent à des idéaux zéro-dimensionnels. Et enfin, on peut étudier également la stabilité des systèmes 2D en fonction de paramètres. Alors en fait, ces résultats-là nous permettent aujourd'hui d'avoir une approche algorithmique complète pour l'étude de la stabilité, de la stabilisation des systèmes 2D. Pourquoi ? Parce que les systèmes 2D, les seuls systèmes qui apparaissent, c'est soit des systèmes zéro-dimensionnels, soit des systèmes qui sont définis par un seul polynôme. Et les routines qu'on vient de développer permettent donc d'étudier de manière complète et exhaustive tous les problèmes de stabilité et de stabilisation des systèmes 2D. Évidemment, la prochaine étape, c'est d'essayer d'étendre ces résultats, sinon pour les systèmes 1D généraux, au moins pour les systèmes 3D. Et ça, en fait, ça passe par rendre effectif un théorème mathématique important, qui est le théorème du polydisque Looch-Tannensatz, qui est essentiellement le fait de dire que si on a un idéal qui n'a pas de zéro à l'intérieur du disque unité, alors il existe un polynôme dans cet idéal qui n'a pas de zéro à l'intérieur du polydisque unité. Et une fois qu'on a étendu ça, donc l'étape suivante, c'est de pouvoir développer un package qui va nous permettre de faire du calcul effectif dans l'ensemble des fractions rationnelles sans pôle dans le disque unité, qui est un anneau. Et donc, savoir calculer de manière effective, c'est savoir, par exemple, calculer des bases de Grobner, calculer des formes normales, calculer des bases de RZS module, etc., etc. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.